Bonsoir à tous, merci beaucoup de nous recevoir, merci à tous d'être présents ici. Donc je m'appelle Xavier, je suis Product Manager, Product Owner de bureauapartagé.com et on va se demander comment gérer une refonte d'un produit existant puisqu'en effet en 2017 on a mené une refonte complète du site internet. Bureau à partager, pour rappel, je n'ai pas forcément de slide explicatif avec des chiffres, c'est la rencontre entre les gens qui ont de l'espace disponible dans leur bureau, à l'instar de Airbnb qui vont poster une annonce, et des gens qui cherchent des bureaux, qui vont les contacter, s'installer chez eux, moyennant un loyer. Donc tout d'abord, qui a déjà participé à une refonte potentiellement dans la salle? Ok, pas mal de monde quand même, ok super, bon n'hésitez pas à interagir. Alors honnêtement c'est un peu surprenant parce que je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est assez rare. Pourquoi c'est rare? Parce qu'a priori on ne veut pas en arriver là, on a des bonnes pratiques côté produit, des bonnes pratiques côté dev. Si on fait une refonte c'est que c'est un peu trop tard. Même si c'est trop tard et qu'on a un peu du mal à faire ce constat, on a un peu du mal à s'avouer ça, on a toujours tendance à repousser, à continuer à délivrer, etc. Et ensuite, c'est un vrai risque, c'est coûteux en temps, parce que potentiellement, modulo la taille de votre équipe, pendant que vous allez développer une refonte, vous n'allez pas faire évoluer le site en ligne, et c'est un coût, c'est un vrai risque financier, puisque par exemple, chez bureauapartagé.com, la refonte mis bout à bout, elle a coûté 500 000 euros. Je suis remonté, très bien. Donc malgré tout, pourquoi on s'attaque à ce challenge? Donc la première raison, c'est une refonte visuelle. Désolé, pour ceux qui sont au fond, potentiellement, vous ne voyez pas. Ça, c'est la tête d'une annonce de bureau avant la refonte. Vous pouvez encore la voir sur Share Your Office, qui est la version américaine. Ça, c'est ce à quoi ça ressemble aujourd'hui, donc un peu plus à l'ordre du jour, avec, c'est dommage, on ne voit pas non plus des gens qui dabent dans les bureaux, condition obligatoire pour être publié sur le site. Alors je plaisante. L'autre raison, ça va être sur la technique. Nous, ce qui se passait quand je suis arrivé, c'est que plus personne voulait toucher à ce site. C'était un peu le symptôme du monolithe, où vous tirez un bout de ficelle et il y a tout qui s'écroule. Ensuite, on veut vouloir potentiellement faire évoluer le site. Nous, on ne pouvait pas faire ça. C'était un peu la condition sine qua non d'avoir une démarche produit. Si on voulait itérer, on était obligé de se doter de l'outil qui allait nous permettre d'itérer côté produit. Et enfin, c'était le transfert de la connaissance. Pourquoi? Parce qu'il y avait un dev historique chez Bureau à partager, qui s'appelle Ruben, qui a développé le site à côté de Clément, le CEO. On va faire ci, on va faire ça. Et en fait, le jour où Ruben est malade, le jour où malheureusement nos chemins se séparent, il n'y a plus personne pour maintenir et pour faire évoluer le site. Donc c'est très important en termes d'onboarding de développeurs. L'autre raison pour laquelle vous allez vouloir faire une refonte, c'est si vous identifiez des risques pour votre business. Nous, on avait un vrai risque SEO sur le mobile. En effet, notre site, il n'était pas mobile friendly. Et on sait que Google sanctionne les sites qui ne le sont pas. Nous, c'était un vrai enjeu parce que historiquement, notre trafic il vient à 50% du référencement naturel. Et on a constaté qu'on commençait à baisser dans les rankings. Donc pour nous, il y avait un vrai risque là-dessus. Un autre risque qu'on avait, c'est sur les outils qu'on a, un risque opérationnel. Ce qui se passe avant la refonte, c'est que mensuellement, on veut accompagner 850 demandeurs uniques par mois qui sont en recherche active, donc plutôt qui ont une dynamique qu'on va vouloir accompagner sur de la recherche, sur de la vente, avec une dynamique CRM, et aussi un autre persona, les offreurs, et notamment 50 nouveaux offreurs. Là, plutôt sur du back-office où il va falloir modérer les annonces. À ce moment-là, sur Bureau à partager, on a une espèce d'amalgame non souhaité qui fait plus le taf sur aucun de leurs spécialités. Et donc, on a un vrai risque de perdre en productivité et de ne pas faire fructifier le trafic entrant. Au-delà du risque, on identifie aussi une vraie opportunité dans la manière de se réorganiser. Et plutôt que de redévelopper deux outils et de réinventer la roue, se réorganiser techniquement et communiquer par API avec des outils dont c'est la spécialité, donc un vrai CRM dont c'est le métier à qui on déléguerait ce rôle-là et dont on bénéficierait de la puissance. Donc pour quel résultat? Qu'est-ce qu'on peut espérer d'une refonte? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Ce qui se passe, c'est que 9 mois plus tard, quasiment jour pour jour, on accouche d'un beau bébé. Le but, c'est qu'on ne va pas reparcourir ensemble tout ce schéma qui est un peu impressionnant. Mais voilà, on a notre outil qui est itératif, qui est évolutif, sur lequel on va pouvoir travailler sereinement, qu'on va pouvoir maintenir. Et je vous ai juste ajouté deux logos qui sont, encore une fois, cette réorganisation technique. On s'est plutôt adossé à des outils qui étaient spécialisés dans leur domaine, Algolia pour la recherche, PyDrive pour le CRM. Donc voilà, c'est toute l'architecture du site qui tourne bien 9 mois plus tard. L'autre chose, on a parlé de refonte visuelle. Donc pour une refonte, vous pouvez compter sur un vrai effet refonte, un vrai effet communication. C'est quelque chose qu'on relaye dans les réseaux, newsletters, réseaux sociaux, bureau à partager fait peau neuve, etc. Ça a été l'occasion d'asseoir notre nouvelle charte graphique.
un nouveau message, partager plus que des bureaux, remettre un peu d'humain dans le partage de bureaux, l'immobilier de bureaux, etc. Et comment ça se traduit? Il y a une vraie perception, un vrai gain de perception de la part des utilisateurs, puisque la valeur d'un demandeur au mois pour des bureaux au mois sur bureau à partager est tout de suite passée de 1 100 € à 1 600 € sur le site. Donc voilà, cette qualité visuelle, elle a apporté quelque part une hausse de panier moyen. En toute transparence, ce KPI, on ne l'avait pas forcément prévu, je vous le dis tout de suite. En revanche, pour transiter vers la prochaine partie, c'est quelque chose que je vous invite vraiment à avoir si vous avez un projet de refonte, c'est d'anticiper et de prévoir d'avoir au moins un KPI, ce qu'on appelle une North Star, je pense que vous êtes familier de la notion. Mais ça va vraiment vous permettre, dans une refonte, vous allez avoir à faire des arbitrages critiques et c'est vraiment quelque chose sur lequel vous allez pouvoir vous adosser. Donc voilà, nous, ce KPI n'était pas forcément souhaité, mais vraiment dans une refonte, ayez cette étape préalable d'identifier une North Star sur laquelle après, quand vous allez parler en équipe, est-ce qu'on fait ceci, est-ce qu'on fait cela, vous allez pouvoir vous appuyer dessus. Donc on va un peu plus détailler comment est-ce qu'on gère et comment on gère bien une refonte. La première partie, je dirais, c'est un peu, ça va être vraiment dans l'ensemble de l'entreprise, comment est-ce qu'on s'aligne et comment est-ce qu'on se met d'accord. Ça va être très important de bien communiquer en interne sur ce que ça représente une refonte, le temps que ça va prendre, l'investissement, etc. Je propose de s'appuyer sur cette matrice, je ne sais pas si tout le monde voit encore une fois, qui veut que pour développer un produit numérique, on a 3 variables, temps, coût, qualité, on a le droit d'en utiliser que 2. Voilà, dans l'histoire des internets des mondes, ça n'existe pas quelque chose qu'on a développé vite, pas cher et de manière qualitative. Donc le coût, quelque part, il est un peu impossible à éteindre puisque c'est vos équipes. Okay, la qualité, c'est une des raisons pour laquelle vous allez faire votre refonte. On l'a vu, nous on voulait avoir un produit évolutif, etc. Donc c'est quelque chose que vous n'allez pas vouloir sacrifier. Donc la variable d'ajustement, ici, ça va être le temps. Donc ça, c'est très important pour pas qu'il y ait d'attentes mal positionnées, pour pas qu'il y ait de phrases indélicates, etc. La refonte, c'est semé d'embûches. Ça va être important qu'il y ait une sorte même d'union sacrée autour de cette refonte. D'ailleurs, je rebondis, l'année dernière, à la produit de conférence, j'avais vu Meilleurs Agents, je crois, qui parlait d'un contrat qu'ils avaient entre dev et produit. Et c'est typiquement le genre de choses qu'on peut avoir en interne, qui peut être hyper intéressant, sur lesquelles s'appuyer, pour vraiment poser les choses par écrit, poser les choses sur le papier, et se dire, bah, voilà ce que ça va représenter comme projet. Donc ensuite, comment gérer une refonte, surtout avec qui, avec quelles compétences. Ça va être hyper important que vous dimensionnez bien votre équipe, pour savoir si vous êtes armé pour mener cette refonte. Donc ici, j'ai une petite timeline de ce qui s'est passé, dans quel ordre c'est passé chez Bureau à partager. Comme on l'a vu, on avait un vrai désir d'avoir ce produit évolutif pour lancer notre démarche produit. Donc en 2017, on mène la refonte. En 2018, on a passé un peu l'année à établir notre agilité, à l'asseoir, à asseoir notre product ownership. Et aujourd'hui, en 2019, on crée notre démarche user-centrique. Donc là, ça va être important que vous sachiez si vous avez toutes les compétences, etc. et où vous vous situez en équipe. C'est important de voir si vous avez des manques. Si ça fait quelques années que vous travaillez en agilité, bah, c'est autant d'acquis que vous avez pour vous et de questions que vous n'avez pas à vous poser. Si vous découvrez l'agilité en même temps, bah, attention, il faut peut-être se renforcer, désigner quelqu'un comme Scrum Master qui va vraiment huiler le travail au quotidien. Ça va devenir vraiment critique de décider là où il y a des manques de compétences. En plus de ça, en fonction de la manière, nous on a construit vraiment l'équipe pendant la refonte. Il faut voir que onboarder des devs pendant la refonte, ça peut être un peu compliqué. C'est pas forcément là qu'on a le temps de leur faire un projet parallèle pour les onboarder, les intégrer au workflow, leur donner la bonne code quality, etc. Donc voilà, ça va être vraiment important de faire un état des lieux avant de s'attaquer à la refonte. D'autant qu'on va le voir, une refonte potentiellement c'est très volumineux. Donc tout en haut de ma slide, il y a une petite citation. Qu'est-ce qu'on va mettre dans notre refonte? On va juste mettre la même chose en plus moderne, avec le mot juste dans une couleur différente. Je fais tous les sous-titres pour au fond. Nous aujourd'hui, il n'y a plus personne qui utilise le mot juste. Pourquoi? Parce que si on fait la liste un peu de tout ce que ça va représenter, on se rend compte qu'elle est longue. Donc bah, il y a le front, évidemment, le site que vous avez déjà vu pour la refonte visuelle, plus un CRM, plus une recherche qui s'appuie sur Algolia, le tout performant en vitesse de chargement, performant en SEO, responsive, des nouvelles catégories, des nouvelles fonctionnalités, un back-office et un blog qu'on ne va pas pouvoir laisser aux couleurs de l'ancien site. Donc là, on se rend déjà compte que c'est énorme. Et si on s'arrête à la première ligne, pour le CRM, quand vous mettez en place un CRM comme ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez benchmarker les CRM existants. Vous allez avoir du temps où des développeurs vont passer à regarder la doc et même potentiellement faire des POC, des prototypes. Comment on peut s'interfacer, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire par rapport à
à notre workflow commercial ou pas faire. Donc voilà, c'est assez volumineux et vous voyez bien que c'est intimement lié avec les capacités de votre équipe. Donc sur la base de cet ensemble, qui n'est pas forcément très ordonné, comment on s'organise pour créer sa roadmap? De manière assez linéaire, nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place la base qui allait nous servir à travailler pendant la refonte et qui nous servirait après. Parce qu'il faut voir que dans la refonte, on peut itérer à l'infini, mais dans ce cas-là, vous ne mettez jamais en prod. Donc a priori, le temps qu'on veut passer, on veut essayer de l'optimiser. Okay. Ensuite, on a le cœur du business, le parcours utilisateur. Donc là, très simplement, ça peut être inscription utilisateur, connexion, création d'annonces, modération de l'annonce via le back-office, ensuite contact autour de cette annonce d'un autre utilisateur, échange via une messagerie, et ensuite issue de la discussion, est-ce qu'on a signé ensemble ou non. Donc ça, c'était notre cœur. Après, on a ce que j'ai appelé les bonus, ça va être des fonctionnalités, où là, ça va être hyper important que vous commenciez à prioriser et à vous dire de quoi on peut se passer. Ensuite, il y a la migration, très important. Ça, pareil, ça rebondit sur la slide RH. Migration, c'est le type de dynamique potentiellement qu'on ne vit presque que en refonte. Il y a un moment où il va falloir faire passer toutes les données de l'ancien site sur le nouveau. Donc là, ça, c'est hyper critique, il faut vraiment bien l'anticiper. La mise en prod et la période de stabilisation. Alors la période de stabilisation, on la connaît pour le technique, elle est quasiment impossible à éviter. Là également, conseil, ne négligez pas l'aspect conduite du changement et la stabilisation commerciale. Parce que vos équipes, si ça inclut de nouveaux outils, je découvre que la slide est un peu tronquée. Si vous avez de nouveaux outils, ils vont avoir un temps d'adaptation, même s'il y a de l'accompagnement, etc. On ne va pas pouvoir demander aux équipes commerciales du jour au lendemain d'être 100% opérationnel avec de nouveaux outils. Hop. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on a tenu cette roadmap? Donc non, pas complètement. En fait, dans les bonus, il y a notamment plusieurs fonctionnalités dont on s'est passé, des anciennes et des nouvelles. La nouvelle, c'était un écran qui représentait un équivalent Trello avec des cards pour aider les utilisateurs à suivre l'avancée de leurs contacts. Donc ça, on a trouvé un petit twist pour l'adapter et tout, donc on a trouvé les solutions. Et c'est là où on est dans les bonus, c'est vraiment là où on va pouvoir s'adapter. L'ancienne, c'est l'alerte email, où ça ne correspondait pas exactement à notre cœur, puisque c'est l'occasion de potentiellement faire fructifier un trafic qui n'a pas trouvé tout de suite. Nous, comme on a dit, notre cœur, c'était le premier parcours utilisateur, je m'inscris, je contacte une annonce directement, etc. Donc là, on se dit, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de prioriser différentes features. Juste sur les bonus également, n'hésitez pas potentiellement à avoir plusieurs catégories de bonus. En fait, ces bonus, ça va être autant de portes de sortie de votre refonte. Le cœur, vous n'allez pas pouvoir y toucher, c'est sacralisé, c'est hyper important d'y accorder de l'importance. Si vous avez plusieurs catégories de fonctionnalités sur lesquelles vous pouvez vous adapter, que vous pouvez faire plus tard, c'est autant de portes de sortie pour la refonte, on se dit ok, là on est prêt, on va mettre en prod. Donc encore une fois, on est prêt à prioriser ces fonctionnalités. Donc là, on a parlé de refonte pour l'image, on a parlé de refonte pour la technique. Ça veut dire que, est-ce qu'une refonte, c'est également produit? Donc je pense que honnêtement, une refonte, en tout cas ce qui nous a concerné, c'est pas forcément le moment de se demander comment apporter de la valeur. Ok, normalement, votre vision, vous l'avez. Si vous avez les épaules assez solides pour faire une refonte, c'est que vous avez rencontré votre marché, etc. Donc voilà, votre proposition de valeur, vous la connaissez. Vous demandez comment apporter de la valeur pendant la refonte alors que vous êtes en train d'optimiser le visuel, en train d'optimiser la technique, c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs. En revanche, là où vous allez avoir de l'impact côté produit, c'est sur la simplification. Vous allez avoir un rôle clé pour rationaliser ce que vous mettez dans le cœur et dans les bonus de vos features. Encore une fois, d'autant plus, tout est un peu lié si vous êtes un peu, si vous mettez en place votre agilité et que cette construction de roadmap et cette refonte arrive après l'acquisition complète de vos réflexes PO ou PM. Donc vraiment, j'insiste un peu là-dessus. On a vu comment on construisait une roadmap, on a vu si on la respectait ou pas. Je ne sais pas si pour ceux qui ont regardé, dans le descriptif de l'événement, on se demandait comment on fait de la recherche utilisateur et comment on traite le feedback utilisateur pour la refonte. Honnêtement, j'aurais un avis quasiment assez drastique. J'aurais tendance à dire qu'on ne fait quasiment pas, ou potentiellement c'est une bonne idée de ne pas le faire. Encore une fois, votre recherche utilisateur, vous la faites avant.
Après, vous faites une refonte que vous souhaitez la plus petite possible, sachant encore une fois, il ne faut pas oublier la stabilisation, etc. Et vous allez vouloir, en fait, l'objectif pour moi d'une refonte, c'est de revenir le plus vite possible en état de recherche de valeur pour l'utilisateur. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment une parenthèse. Votre refonte, elle va être vraiment, elle est indirectement au service de votre vision. C'est vraiment se doter d'un outil meilleur, etc. Donc ensuite, je vais insister sur la stabilisation. Pour moi, la stabilisation, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir réussir à dimensionner et à bien maîtriser, parce que potentiellement, là, il y a un gros risque de double refonte. Pourquoi? La stabilisation technique, on la connaît pas mal. Quelles que soient vos bonnes pratiques, il y en aura toujours. Parce que vous confrontez votre site à des conditions réelles, à une volumétrie réelle. Vous avez toujours des cas particuliers que vous n'aurez pas réussi à identifier et des combos improbables, navigateur, système d'exploitation. Donc voilà, vous aurez toujours de la stabilisation technique. Commercial, pareil, vos équipes découvrent un nouvel outil. Donc là, de manière un peu inévitable et incompressible, vous allez avoir une stabilisation commerciale. En revanche, côté produit, bah là, c'est à nous d'être le plus excellent possible sur la rationalisation du cœur et des fonctionnalités dont on peut se passer. Et surtout, plus important, de faire en sorte que notre travail n'impacte pas à la hausse la possible stabilisation technique et commerciale. Honnêtement, c'est nous qui avons la main, c'est vous, produit, qui allez embarquer toute l'équipe dans la refonte. Et c'est à nous vraiment de choisir la complexité des fonctionnalités, etc. Et c'est là qu'il faut être extrêmement rationnel. Plus vous embarquez de complexité dans la technique, plus la période de stabilisation, elle va être longue et potentiellement pour pas grand-chose. Par exemple, donc par exemple, si on se place dans le pire des cas, on va dire qu'on développe une feature sans se poser la question, est-ce que c'est aller dans notre cœur de métier, est-ce que c'est une fonctionnalité un peu bonus, etc. On va la développer quoi qu'il arrive sans trop la challenger. Bah là, vous la mettez dans votre refonte parce qu'elle est sur votre ancien produit sans l'avoir challengé. Donc c'est dans le développement. Potentiellement, en plus, vous l'avez pensé de manière un peu plus compliquée. Donc, vous avez de la stabilisation qui peut être liée à cette fonctionnalité. Ensuite, vous avez presque de la stabilisation de produit à rechallenger votre produit une fois qu'il a été refondu. Là, vous dites, bah, en fait, cette fonctionnalité, non seulement elle n'apporte pas de valeur, mais en plus, il va falloir maintenant la défaire et on va passer des points de développement à ne pas apporter de valeur à l'utilisateur, mais à défaire quelque chose qu'on a fait à tort. Donc, c'est hyper important côté produit. C'est là où la stabilisation elle est compressible, que vous la limitiez au maximum et que vous soyez vraiment rationnel sur la construction de votre roadmap. Petite info en plus, là il y a de l'humain qui va rentrer en jeu, on travaille main dans la main avec les développeurs. Je vous assure qu'à l'Empire pour un développeur, il n'y a pas de meilleure manière de le faire se sentir exécutant en fin de ligne que de l'engager sur une fonctionnalité sans trop lui donner de valeur, etc. Et lui demander 6 mois plus tard, ben non, en fait, tiens, voilà un ticket pour que tu la défasses parce que ça sert à rien. Donc on travaille main dans la main, c'est à nous de bien embarquer les développeurs là-dedans. Donc là, potentiellement, on a une solution face à ça, c'est qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas. À titre personnel, ne pas faire, c'est un peu le meilleur moyen que j'ai trouvé pour gagner du temps. Voilà, pendant la refonte, encore une fois, là où on a gagné le plus de temps, c'est quand on a remplacé cet écran et on a proposé à l'utilisateur de suivre l'avancée de ces discussions sur la messagerie qui est notre fonctionnalité la plus utilisée du site. Donc là, on ne fait pas très bien. Pourquoi on gagne du temps, c'est très bien. Pourquoi on ne prend pas le risque aussi d'enrichir le produit? C'est que, encore une fois, il y a un risque potentiellement de se tromper. Et ensuite, je ne vois pas très sincèrement énormément de valeur à enrichir le produit, prendre le risque de l'enrichir pour la refonte. Parce que le pire du pire, ce qui peut se passer, si vous ne faites pas une nouvelle fonctionnalité, si vous refusez de l'enrichir, vous allez mener votre refonte que vous aurez rationalisé au maximum. La stabilisation va être la plus courte possible et tout de suite vous allez être en position de recherche de valeur et très vite en fait les features qui vont avoir de la valeur vont être remontées par les users ou vous par votre recherche utilisateur, etc. Et en fait, mis bout à bout, plutôt que de le faire dedans, que potentiellement ça ait des effets de bord et que votre site il soit en ligne plus tard, etc. Si vous mettez des blocs à la suite, honnêtement ça revient presque au même et vous aurez grandement limité les risques. Donc vraiment le but ça va être de développer le corps et ensuite vous demander comment on enrichit le produit. Donc, juste avant, on parlait des choses à ajouter, mais ça vaut aussi pour l'existant, encore une fois, je l'ai un peu déjà évoqué. Le but, ça va vraiment être de challenger l'existant. Surtout,
encore une fois, en fonction de là où votre front se positionne par rapport à vos réflexes produits. Nous, très sincèrement, le site qu'il y avait en ligne, non pas que tout était faux, mais il était plus issu de ressentis business, etc. On n'avait pas eu de démarche produit avant. Donc là, c'est d'autant plus important d'aller challenger le moindre élément. Donc par exemple, pareil, on ne voit pas du tout, il y a un screenshot de une fonctionnalité avant, sur les annonces, les utilisateurs pouvaient uploader un plan de l'espace. Donc là, nous, qu'est-ce qu'on fait? On va embêter l'équipe sales, est-ce que vous pensez que c'est utilisé, etc. Ah non, c'est peanuts. On va vérifier en base de données, on fait notre petite requête. En effet, il y a une annonce sur 10, une annonce sur 20 qui l'utilise, on l'enlève. Et donc là, voilà, très sincèrement, très arbitrairement, est-ce qu'on va jusqu'à l'utilisateur? Non. Je pense que dans une situation de refonte, en tout cas dans notre situation, on a une raison de faire ça. Pourquoi? Parce que déjà, il y a beaucoup de travail. En fait, là, vous êtes plus sur du product ownership. Vous avez beaucoup de création de tickets, beaucoup de tests, etc. Donc de toute manière, vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas aller jusqu'au user pour toutes les fonctionnalités. Et encore une fois, au pire du pire, qu'est-ce qui peut se passer? Cette fonctionnalité, vous l'enlevez. À tort ou à raison. Là, on a fait une refonte de 9 mois. Vous avez enlevé... Déjà, il y a peu de chances que vous enlevez une feature core. Donc vous enlevez l'inscription, vous êtes un peu mal. Mais en fait, si vous avez enlevé une feature où vous n'avez pas vu l'intérêt, bah, très vite, ça va remonter dans les feedbacks utilisateurs. Ok, on avait ça avant, pourquoi est-ce que ça ne marche plus, etc. Donc en fait, tout de suite, ça va vous redonner une priorisation. Et honnêtement, ce n'est pas très grave, encore une fois. Donc voilà, il faut mesurer le risque d'embarquer beaucoup de complexité de votre fait en tant que produit dans la refonte, ou prendre le risque de ne pas l'embarquer, mais de la refaire très vite derrière. Je pense qu'à choisir, il vaut mieux se remettre encore une fois très vite en recherche de valeur. Après, il faut voir aussi que ça dépend du cycle de l'entreprise, de la maturité où vous en êtes. Nous, aujourd'hui, on est dans une phase de forte acquisition d'offreurs. Donc, on a beaucoup de nouveaux offreurs, donc ça leur manque pas du tout. Donc après, potentiellement, si vous êtes dans une dynamique inverse, que vous avez beaucoup d'historique, etc., bah là, peut-être que ça va remonter très vite, les anciens qui vont dire « attention, ça nous manque ». Donc, pour prendre ces décisions un peu drastiques, encore une fois, vous l'avez noté, je vous invite un peu à être radicaux, comment on peut faire en sorte de ne pas se tromper. Voilà, dans ces cas-là, ça va être en fait des idées qui s'affrontent, des argumentations, des discussions, et on sait très bien en produit que l'intuition, faut lui faire confiance, mais il faut aussi la challenger. Donc, qu'est-ce qu'on fait face à quelqu'un qui vous dit « je pense que ». Tout d'abord, au sujet d'une fonctionnalité, est-ce qu'elle est issue d'une démarche produit ou non? Nous, encore une fois, dans notre cas, c'était moyennement le cas. Mais déjà, est-ce que vous avez confiance dans la feature? Là, il faut déjà se poser la question, en fait. C'est important de se dire, là, on n'a ni feedback, ni recherche d'utilisateur, ni data. Donc, il va falloir encore plus à challenger. Ensuite, on a parlé de North Star. Il va falloir se demander si c'est orienté business. Potentiellement, ça va beaucoup vous aider en vous ramenant à chaque fois à North Star, à challenger un cas spécifique qui va, encore une fois, complexifier le code et dire ok, ça en fait ça ne va pas du tout rapporter, c'est pas du tout aligné avec notre North Star, donc on peut s'en passer. Et ensuite, quelle que soit la réponse aux questions précédentes, je vous invite à vraiment faire attention aux standards, puisque encore une fois, entre deux idées qui s'affrontent, qui peuvent être pétries bon sentiment, je pense que, le standard, il faut s'en servir comme des guides, il ne faut pas subir les fonctionnalités. Par exemple, on a assez tôt dans le parcours client, on a développé un formulaire d'inscription où le numéro de téléphone était requis. Donc là, en fait, ça s'affronte deux idées, c'est réduire l'entonnoir au début et ensuite avoir des leads plus qualifiés ou avoir un entonnoir très large d'acquisition et en perdre un peu plus au fur et à mesure. Et en fait, là, en termes de développement, ça représentait beaucoup de développement contre un bundle qu'on pouvait utiliser où c'était simplement mail, mot de passe plus des réseaux sociaux. Là, ça doit vous guider, en fait. Ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Si une fonctionnalité, elle est compliquée techniquement, voire, parce qu'il y a un peu une relation linéaire, je pense, compliquée à modéliser en termes de produit puis à transmettre aux devs, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui est flou, il y a un loup, ça doit vous mettre la puce à l'oreille, il faut vraiment rester sur le standard. J'insiste un peu plus dessus parce que c'est vrai aussi en UX et là, on était très produit, en UX et en dev. En dev, nous, on a pu avoir envie de tester, c'est un peu l'occasion de tester, on découvre des nouvelles technos, etc. Une refonte, c'est déjà beaucoup de découvertes par définition, vous allez vouloir moderniser votre produit, donc vous appuyez sur des technos plus récentes, sur des langages plus récents, que du coup vous maîtrisez, enfin vos devs avec l'expérience qu'ils ont ne sera pas forcément sur ces langages. Et en fait, tester beaucoup de technos d'un coup, tester des choses qui ne sont pas standards, ça va être un risque. Donc sur l'UX, pareil, si vous avez des doutes en fonction des compétences cumulées de
de votre équipe entre développer des choses qui sont patterns et anti-patterns. N'hésitez pas vraiment à vous servir de ce qui existe comme des guides. Voilà, on va arriver au bout de la présentation. En bref, s'il y avait 4 éléments que je devrais retenir de notre refonte et à vous donner, ce serait vraiment, même si, encore une fois, vous êtes assez jeune dans votre maturité produit et comme nous, vous attaquez par une refonte, n'hésitez pas à commencer par la North Star, qui sera une bonne première étape de démarche produit. Et encore une fois, nous, comme on l'a dit, on s'est construit au fur et à mesure de cette refonte. Et en fait, ça nous aurait beaucoup aidé à rationaliser certaines décisions et à être alignés avec com, sales, stakeholders, etc. Ensuite, à bien dimensionner votre refonte, juste de mettre sur le papier, en fait, la refonte, ça va représenter tout ça. Ce même site moderne, en communiquant avec des services, ça va être énormément de parties prenantes. Donc vraiment lister ça, de faire un mapping de votre team, quantitatif et qualitatif. Est-ce qu'on est assez nombreux? Est-ce qu'on est assez armé? Est-ce qu'on a toutes les compétences? Surtout encore en regard de l'étape précédente. Et ensuite, ne pas hésiter à vraiment élaguer et challenger l'existant, parce qu'on l'a dit, c'est quand même une bonne occasion d'enlever de la complexité. Et là, ça va être un peu de notre ressort côté produit. On a la responsabilité vraiment d'embarquer une équipe sur quelque chose qui est le plus agnostique possible, le plus pur possible de toute complexité pour pouvoir être le plus vite possible en recherche de valeur. Merci beaucoup pour votre écoute. Est-ce que vous avez une question? Oui. Tu avais cité tout à l'heure les différents enjeux qui donnent ensuite à ta refonte. Et tu disais également qu'il faudrait définir les KPI pour la refonte. Ouais. Est-ce que tu vas définir un KPI par enjeu ou tu vas faire un KPI pour tous les enjeux et pourquoi? Franchement, même réponse que pour la North Star. En fait, que ce soit en refonte ou pas, je pense que la North Star, son intérêt, c'est d'en avoir un. Parce que c'est facile à comprendre, potentiellement c'est facile à comprendre pour les gens qui sont pas dans le produit, pas dans la data. Ça aligne plusieurs équipes, sales, com, encore une fois, stakeholders ne sont pas forcément à fond dans le projet, dans le produit, etc. Et en fait, tu peux faire des sous-métriques, mais en fait, c'est exactement pareil comme la North Star. Plus cette North Star est seule, plus elle est puissante. Donc, je pense que c'est bien de faire l'exercice d'en avoir une seule. Oui. Comme vous avez et des offreurs et des demandeurs, oui. C'est quoi votre North Star Metrics pour allier les deux? Alors nous, notre Metrics North Star, c'est le nombre de demandeurs uniques résidents chaque mois. Okay. Résidents, c'est des gens qui louent des bureaux au mois, ça représente un persona. C'est là où c'est core business, vraiment se concentrer sur la valeur. Donc bureau à partager, c'est plus sur les bureaux aujourd'hui, même si on fait du nomade aussi. Et c'est là que, pour nous, comme en fait dans le marché du coworking, le coworking étant au terme du concept et pas des espaces de coworking, c'est plutôt la location au mois qui est importante. Okay. Oui. Avec du recul, est-ce que tu penses qu'il aurait été intéressant de dissocier la refonte technique de la refonte fonctionnelle produit? C'est-à-dire? Tu disais que d'un niveau technique, ils sont passés d'un monolithe à quelque chose qui était plus agile. Est-ce que tu aurais pu la dissocier, challenger les fonctionnalités qui étaient existantes, en supprimer ce qu'il fallait, permettre à la base technique d'évoluer et d'acquérir des nouvelles technologies, etc. Et ensuite basculer sur les fonctionnalités manquantes et itérer beaucoup plus rapidement. Et dissocier les deux pour ne pas avoir un goulot d'étranglement ou... Alors je pense que c'est tout l'objet honnêtement de ce qu'on dit. Le problème c'est que quand tu fais cette refonte technique et tu vas te pencher sur il faut recréer un formulaire de création d'annonce, inconsciemment tu vas forcément te demander c'est quoi le meilleur formulaire. Donc c'est là où il faut réussir à jauger ce qui est hyper core, ce qui l'est pas, où est-ce que tu mets la limite. Je dis pas que c'est facile, mais en effet il faut avoir cette approche de potentiellement refaire un MVP qui est post-refonte. Donc en fait, c'est pas un MVP comme si tu testais un besoin, c'est un MVP qui est dépendant du produit qu'il y avait avant. Tu peux pas non plus tout enlever. Donc, désolé, je me défausse un peu là, mais en fait, ça va être hyper dépendant de quelle fonctionnalité tu as, la taille de ton produit, etc.
une possibilité en fait. Aujourd'hui, par exemple, mettons qu'on arrive, malgré les bonnes pratiques, à dans 5 ans, de nouveau un projet de refonte. L'avantage, c'est que les choses sont plus décorrélées, donc on pourrait se permettre de refondre le CRM, par exemple si on veut changer de CRM, refondre la recherche, refondre le back-office. Donc là, on commence à être un peu plus cloisonné. Donc en fait, en fonction de l'organisation, l'architecture de ton produit, en effet, tu vas essayer de prioriser ta refonte. Mais c'est un peu dur à démêler parfois parce que c'est un peu inextricable, quoi. Ouais, excuse-moi. Tu parles beaucoup justement des bonnes pratiques et de comment vous faites en sorte de ne plus vous retrouver face à cette situation qui pousse à la refonte. Ouais. Tu peux les détailler un peu? Alors aujourd'hui, par exemple, ce qui se passe, c'est que on a un lead tech sur le produit dans lequel lui, dans son calcul de capacité, on lui dégage du temps pour revoir tout seul les tickets, etc., pour organiser, désolé Alan, mais des réunions de roadmap tech physique, où en fait les devs regardent ensemble quels sont les risques, qu'est-ce qu'il faudrait refactoriser, etc. Et on a, j'en parlais un peu aussi, un contrat où on se dit qu'on met un certain pourcentage de points, entre 15 et 20, honnêtement, ce qui est assez élevé, de features pour maintenir, faire de la refacto, etc. Donc voilà, par exemple. Ouais. Tu disais que vous n'avez pas eu le temps de faire d'entretien problème utilisateur. Est-ce que vous en avez fait sur des usability testing ou même pas du tout? Non, honnêtement, en termes d'approche utilisateur, je vais être très franc, nous, on n'a rien fait dans la refonte. C'était vraiment ressenti business, data, et essayer de rationaliser un peu le tout. Et pour tester les interfaces, même avec le recul, tu le referais pas? Non, ah si, même avec le recul, on ne ferait pas. Après, l'interface, il y a aussi une chose, c'est qu'il y a aussi une refonte pas que visuelle, et de charte graphique. Donc là, sur le visuel, on était un peu entre deux, sur du très visuel et du très UX. Donc voilà, non, là, c'était... J'essaie de trouver des exemples. Je pense qu'on était à un état où c'est là où on a priorisé. On savait qu'on avait besoin de quelque chose de plus moderne en termes de risque SEO, etc., qu'on voulait pouvoir itérer dessus, qu'on voulait lancer la démarche produit. Honnêtement, lancer la démarche produit à ce moment-là et aller tester toutes les vues, ça aurait représenté une opportunité pour challenger tout ça. Mais en fait, malgré tout, on aura partagé aujourd'hui, ça a 6 ans et demi. On était suffisamment confiants, même si on peut toujours tout rationaliser, mais pour se dire, OK, aujourd'hui, on a besoin de cette refonte visuelle, technique, pour pouvoir itérer après. Après, c'est là où ça va dépendre de toutes les organisations, tous les produits. Nous, on avait potentiellement besoin de ça dans un futur assez proche pour, encore une fois, aller chercher de la valeur. Dernière question. Ouais, en fait, pour tout te dire, la méthodologie a été un peu imposée par Marie, qui est Head of Product, sur un produit où il y avait un seul dev, je crois, de mémoire. Marie, chez nous, elle a commencé à faire des sprints où elle était un produit, un dev, justement pour commencer à se former. Okay, donc il y avait une petite préparation amont. Et après, comment on s'est formé sur le tas, en se documentant, en voyant des talks, etc. Et c'est là où, en fonction de ta maturité, ça va être hyper changeant. C'est que nous, on a tout testé. On a testé du Kanban, on a testé des sprints d'1 semaine, de 2 semaines, de 3 semaines. Voilà, on a beaucoup tâtonné. Donc on a vraiment appris sur le tas et on a, au fur et à mesure, mis en place les bonnes pratiques qui étaient bonnes pour nous, sur la base de documentation en ligne, des retours, les nouveaux gens qui arrivent, etc. Donc vraiment, je n'ai pas d'autre réponse que de dire qu'on s'est construit pendant cette refonte. Voilà, à l'issue de ça, ça vous forge une équipe et on a vraiment capitalisé là-dessus pour asseoir notre agilité ensuite pendant tout 2018. Merci beaucoup.